Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast numéro 1 de psychologie sociale de la communication pour les bacs 2 de l'ULB. On va commencer directement avec le point 1, l'introduction. Les fondements de l'étude de la communication proviennent d'autres disciplines telles que la sociologie, les sciences de la communication, la philosophie ou encore les mathématiques. La psychologie sociale de la communication est un champ d'étude relativement récent qui est en plein essor. Point A. Sens du mot communication. Communication vient du latin communicare et signifie mettre en commun, partager. Le mot communication est également un dérivé de communis et qui signifie commun. Donc, étymologiquement, communiquer, c'est mettre quelque chose en commun, c'est former une communauté autour de quelque chose qui est partagé. Exemple, les fermiers du 19e mettaient leurs terres en commun. Au sens religieux, communiquer est le fait de former une communauté. On retrouve cette acceptation dans le terme excommunication. Excommunier quelqu'un revient alors à l'exclure de la communauté. On parle également de partage et de transmission. De nos jours, lorsqu'on parle de communication, on fait plutôt référence à cette idée de transmission. Communiquer à l'heure actuelle correspond au passage ou à l'échange de messages entre un sujet émetteur et un sujet récepteur au moyen de signes, de signaux. Le langage est le répertoire de signes partagés avec d'autres personnes. Au sens qu'on peut donner au mot communication, c'est celui de thermomètre, d'indicateur de la qualité de la relation entre deux ou plusieurs personnes. En psychologie sociale, on s'intéresse principalement au sens étymologique de communication, et donc à cette idée de mettre en commun. Il faut également se rendre compte que information, venant du latin informare, ne signifie pas communication. L'information a pour but de façonner, d'influencer l'autre et de donner forme à quelque chose. Des auteurs, cherchant à concilier les deux termes, affirment que la communication, c'est le processus, le comment, et l'information, c'est le contenu, le quoi. L'une et l'autre doivent être codées, car si l'information représente un message, elle a aussi besoin d'un langage pour être transmise et comprise par quelqu'un d'autre. En d'autres termes, fréquemment assimilé au terme de communication, c'est l'interaction. Ici, les frontières sont beaucoup plus nettes. L'interaction met en lien deux ou plusieurs personnes. Il y a une interaction entre les deux. On parle d'action réciproque avec quelqu'un d'autre. Il se peut qu'il y ait une communication sans interaction. Exemple, une personne se trouvant de dos, portant une penne, et un tablier se trouvant dans les locaux de l'ULB, et sûrement un étudiant de l'ULB. On n'a pourtant pas interagi avec cette personne, mais on peut déduire certaines informations. On parle ici de communication, car on en déduit des informations, et non d'interaction, car il n'y a pas eu d'échange réciproque avec cette personne. On ne peut pas interagir, mais on ne peut pas ne pas communiquer. Point B. Sens de psychologie sociale. Psychologie vient du grec, psyché, âme, et logos, parole. Ça signifie le discours, la parole de l'âme. Socius vient du latin et signifie compagnon. La psychologie sociale est donc le discours scientifique de l'âme en relation. Allport propose une définition de cette psychologie comme étant une tentative scientifique de comprendre et d'expliquer comment les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite d'autres êtres humains. Cette définition a une limite importante, car nous avons en effet l'impression que les individus ne sont que des réceptacles des influences extérieures et qu'ils ne peuvent pas influencer le monde en retour. Or, il semble important de préciser que les individus ne sont pas que des cibles d'influence, elles vont aussi essayer d'influencer le monde. La communication est donc au centre de la psychologie sociale. La psychologie sociale permet d'enrichir nos connaissances des contenus et des processus de communication. Point 1. Affaire Kitty-Genovese. Afin d'illustrer certains aspects de la définition d'Allport, en particulier les notions de présence implicite ou imaginaire, revenons sur le meurtre de Kitty-Genovese. Meurtre qui a mené à la découverte de l'effet du témoin. À en croire les journalistes de l'époque, 38 personnes ont été témoins de la scène, mais aucune n'a tenté de porter secours à la victime, et aucune n'a appelé la police. Certaines ont vu dans ce fait divers une preuve du délitement des liens sociaux et de l'affaiblissement des valeurs morales des individus. D'autres ont pointé du doigt le rôle de l'urbanisation et du mode de vie impersonnel dans les mégalopoles. Darley et Latané se sont intéressés à cette affaire et ont mis en avant l'effet du témoin. Plus il y aura des témoins sur une scène, moins il y aura de probabilité qu'ils interviennent et inversement. On parlera de diffusion de la responsabilité. Cet effet du témoin est un effet robuste en psychologie sociale, mais il ne permet pas d'expliquer cette affaire. Car on remarque par la suite que la version des journalistes n'était pas correcte. Il y avait 11 témoins et pas 38. L'un d'eux a crié lorsqu'il a entendu Kitty, un autre a appelé la police et un dernier a crié et stoppé l'attaque. Mais il était déjà trop tard.
Chéry nous propose dès lors de voir, dans l'effet du témoin, un exemple de théorisation culturellement restreinte. Des aspects importants de l'agression de Kitty Genovese, exemple le sexe de la victime et ou de l'agresseur, ont été négligés parce qu'ils n'étaient pas encore considérés comme des problèmes sociaux. De manière générale, la culture a un effet très important sur cet effet de témoin. Attention, il est très important de se rendre compte que les explications des diverses expériences que l'on verra sont influencées par la culture. On peut voir celles de nos ancêtres de manière simpliste, voire condescendante, et dans 100 ans, la culture influencera autrement la vie et la vision de nos successeurs. La modestie et la rigueur sont 2 points clés importants. On n'est jamais certain que l'explication que l'on donne à un événement soit la bonne. Si nous pouvons jamais être certains qu'une explication à un phénomène résiste à l'épreuve du temps, nous pouvons à tout le moins mettre cette explication à rude épreuve, ce qui consiste notamment à concevoir des études solides qui peuvent potentiellement la falsifier. De la sorte, nous augmenterons les chances que si jamais l'explication se révèle insuffisante, elle puisse malgré tout être nécessaire pour comprendre la réalité étudiée ou une autre qui n'avait pourtant pas été à l'origine de l'explication. Point C. Plan, les dimensions et tensions clés. Les travaux des chercheuses en psychologie sociale de la communication sont hétéroclites, mais il est possible de les situer le long des 7 dimensions suivantes qui vous sont proposées comme une première façon de faire des liens entre les différentes parties du cours. Perfectibilité. Cette dimension renvoie aux questions suivantes. Dans quelle mesure la communication humaine peut-elle être efficace ? Quelles sont les conditions de son efficacité ? Comment mesure-t-on son efficacité ? À un pôle de cette dimension, on retrouve les travaux qui défendent l'idée que la communication est inévitable, et de l'autre, les travaux démontrent que la communication est improbable, voire impossible. La contrôlabilité renvoie au degré auquel on peut contrôler ce qu'on communique. On retrouve les travaux qui tentent à montrer que la communication est sous contrôle, et d'autres qui mettent en évidence à quel point la communication est en partie, du moins, involontaire. Collective. À un pôle de cette dimension, on retrouve l'idée selon laquelle la communication est stratégique. Elle permet à la personne qui s'en sert de réaliser ses intérêts. On retrouve aussi l'idée selon laquelle la communication vise à permettre aux individus de créer une réalité partagée, de faire société. L'égocentrisme, soit la communication est gouvernée par des principes égocentriques, soit la communication est possible dans la mesure où elle est gouvernée par des principes partagés, coopératifs. Le gain. Cette dimension soulève la question de ce qui est gagné dans la communication. Soit ce qui est gagné est de l'ordre du contenu, informative, en communiquant, nous gagnerions plus ou moins d'informations. Soit ce qui est gagné est de l'ordre de la relation, fatigue. Fonctionnalité. Soit les travaux considèrent la communication comme un processus, soit on s'intéresse au contenu. Format. On retrouve les travaux qui se sont focalisés sur la communication verbale et d'autres travaux qui se sont focalisés sur la communication non verbale. Très peu de travaux ont témoigné d'un véritable intérêt simultané pour ces 2 formes de communication. Les dimensions ci-dessus représentent autant de points de tension dans l'étude de la communication, en général, et en psychologie sociale en particulier. Nous pouvons les classer en 3 grandes catégories. Certaines dimensions renvoient à un aspect normatif. Idéalement, il faudrait communiquer de manière efficace. Idéalement, on contrôlerait tout ce qu'on dit, et idéalement, la communication aurait pour vocation de resserrer les liens entre personnes. D'autres renvoient à des propriétés empiriques de la communication, à ses qualités intrinsèques comme l'égocentrisme. Une 3e et dernière façon de résumer ces différentes dimensions consiste à les classer selon le focus explicatif. S'intéresse-t-on au contenu ou au contenant, au processus ou aux messages qui sont transmis ? Point D. Les modèles fondateurs. Les modèles fondateurs en sciences de la communication ne sont pas issus de la psychologie sociale, mais ils ont une grande influence sur elle. Point 1. Modèle de Harold Lasswell, 1948. Certains considèrent Lasswell comme étant le fondateur de la psychologie politique. Il influencera beaucoup de disciplines telles que la psychologie, la linguistique et les sciences politiques. Il s'est beaucoup intéressé à la communication de masse et aux effets de la communication, surtout pour comprendre les résultats des élections présidentielles. Son modèle vise à fournir une structure et peut se résumer à 5 questions. Qui communique quoi, de quelle manière, avec qui et avec quel effet ? Selon lui, pour chaque question, il existait une sous-discipline scientifique ayant comme objet la dite question. Une autre volonté était de mieux étudier la communication avec l'idée que, pour étudier au mieux un phénomène, il convient de le décomposer, d'en identifier au préalable les différentes composantes. Cette approche sans doute héritée du taylorisme n'est pas sans écueil. En effet, à trop se concentrer sur les parties, on perd de vue le tout. Et il se pourrait très bien que les parties fonctionnent autrement seules que quand elles interagissent avec d'autres parties. Le modèle de Lasswell a été fort critiqué, sous prétexte qu'il était linéaire. On va de qui pour aller vers avec quel effet.
Pourtant, cette critique n'est pas tout à fait fondée, car à aucun moment, Lasswell n'a affirmé que la communication fonctionnait uniquement dans ce sens-là. Au contraire, il a insisté pour dire que même dans les systèmes de communication tels que sont les communications de masse, où a priori la communication est unilatérale, il y a quand même toujours un feedback. Une autre critique formulée à l'égard de ce modèle à 5 questions portait sur le nombre de questions. D'aucunes ont déclaré qu'il était réducteur de ramener le processus de communication à seulement 5 questions. Pourtant, Lasswell a été le premier à formuler une mise en garde à ce sujet. En effet, selon lui, les questions et leur nombre ne sont pas fixés à l'avance. Les unes et les autres dépendent du chercheur et de l'objet d'étude. Ainsi, s'il a décomposé la communication en ces 5 questions, c'est parce qu'il visait avant tout à structurer les écrits existants et futurs. Lasswell a également mis en avant les fonctions de la communication. Selon lui, il y en aurait 3 importantes. La première, la surveillance. La communication a pour but de monitorer l'environnement, de s'informer et d'identifier les différentes menaces ou opportunités afin de maintenir l'homéostasie. Les yeux sont un organe important pour procéder à cette surveillance. La corrélation fait de se coordonner en fonction des éléments perçus lors de la surveillance. SNC se charge de cette fonction. Et pour terminer, la transmission fait de donner un héritage aux futures générations. Nous cherchons tous à transmettre ce que l'on a appris, pour que nos successeurs ne partent pas de zéro. Les gènes se chargent de cette transmission. Dans la vie de tous les jours, ce sont les écoles et les universités. Pour Lasswell, la communication peut être efficace, mais elle doit aboutir à une décision rationnelle, un raisonnement logique. Seulement, la raison n'est pas universelle dans la mesure où elle est raisonnable pour l'un et pas forcément pour l'autre, bien que chacun se trouve raisonnable à ses propres yeux. La raison est ce qui perpétue les valeurs de la collectivité. On va donc désigner comme valeur importante l'instruction équivalente. Celle-ci doit perpétuer des valeurs et être le résultat d'une instruction équivalente, où chacun reçoit une instruction en fonction de son statut ou rôle dans la société. Les individus n'ont pas tous les mêmes capacités cognitives, et la transparence n'est pas toujours souhaitée selon Lasswell. En résumé, pour Lasswell, toute décision fondée sur l'instruction équivalente est raisonnable et permet une communication efficace. Point 2. Shannon et Weaver, la théorie mathématique de la communication. Pour Shannon, l'important est que le message soit le même en début et en fin de communication. Ils ont pour objectif d'optimiser le transfert d'informations, avec un minimum de pertes, et le message reçu soit le même que celui envoyé. Shannon s'est intéressé aux aspects techniques. Les aspects psychologiques ne l'intéressaient pas. Weaver s'est demandé si on pouvait étendre cette théorie à des aspects sémantiques et à la pragmatique. La théorie se décompose comme suit. Point 1. La source de l'information, qui formule un message. Point 2. Le message est codé par l'émetteur en signal inintelligible par la source et le destinataire. Le signal est transmis via un canal. 3. Le canal transmet le signal au récepteur qui le décode pour obtenir le message initial. 4. Le récepteur transmet le message au destinataire. Et dernier point, 5. Le bruit qui est propre au canal et l'ambiguïté qui est propre à la source peuvent créer des interférences rendant la compréhension compliquée pour le destinataire. Vous avez un schéma à la fin de la page 8 et également au début de la page 9 qui va vous expliquer la différence entre l'exemple de Shannon et celui de Weaver. On passe directement à l'ambiguïté qui n'est pas propre au canal. Exemple, on reçoit un message dans une autre langue. Il n'y a pas de bruit, mais nous n'avons pas les codes pour traduire cela. Le bruit lui est propre au canal. 2.1. La réduction de l'incertitude. La communication est efficace, selon Shannon, si elle permet de réduire l'incertitude en diminuant le nombre de choix possibles, et donc s'il n'y a qu'un seul choix pour le destinataire. Une information devient une opportunité de réduire l'incertitude, mais ces informations ne sont pas égales les unes par rapport aux autres. Certaines sont plus informatives que d'autres. Autrement dit, leur potentiel de réduction de l'incertitude est plus grand. Par exemple, le sexe et le prénom d'un individu ne sont pas des informations également informatives. Le prénom d'une personne peut éventuellement nous informer sur son sexe, voire son âge, ou son origine, mais pas l'inverse. Le sexe ne nous permet pas de connaître le prénom. Ces dernières sont des références aux aspects sémantiques, n'étaient pas jugées pertinentes par Shannon, qui s'intéressait avant tout aux aspects techniques de la communication. Ses travaux sur la communication et l'incertitude ont amené Shannon à reprendre le concept d'entropie. Dans la théorie de la communication de Shannon, l'entropie fait référence au processus qui fait passer l'information d'un état de prédictibilité vers un état de hasard. Pour Shannon, la quantité d'informations contenue dans un message correspond à sa capacité à combattre l'entropie. Pour comprendre ceci, il faut faire référence à un autre concept proposé par Shannon, le bit, élément binaire ou binary digit.
Shannon a défini le bit comme étant un élément binaire d'information pouvant diviser l'entropie en deux. Exemple, page 12 dans le syllabus. Alexandra demande à son petit ami de répondre seulement par oui ou non à sa question. Exemple, page numéro 13 du syllabus, le jeu qui est-ce ? Au fur et à mesure que l'on pose nos questions, nous diminuons l'incertitude. Shannon a plus particulièrement proposé une formule permettant de mesurer l'entropie, H propre à un système de communication. Vous pouvez retrouver la formule à la page numéro 10. Plus concrètement, X est l'ensemble des choix possibles, X égale 16 choix, le signe moins permet au résultat d'être toujours positif, sigma représente la somme, Px est la probabilité qu'une valeur particulière de x apparaisse, qu'un choix particulier soit exact. Pour des raisons qui ne seront pas détaillées dans ce cours, Shannon a démontré que le logarithme est ce qui mathématiquement reproduisait le mieux les propriétés de la communication. S'il n'y a qu'un seul choix, Px égale 1 et le logarithme en base 2 de 1 égale 0, donc Hx égale 0. S'il y a deux choix possibles, Hx égale moins parenthèse 0,5 égale log 2 0,5 fermez parenthèse, plus ouvrir parenthèse 0,5 fois log 2 0,5 fermez parenthèse égale moins ouvrir parenthèse 0,5 fois moins 1 fermez parenthèse. Plus ouvrir parenthèse 0,5 fois moins 1 fermez parenthèse égale moins ouvrir parenthèse, moins 0,5, moins 0,5, fermez parenthèse, égale 1. S'il y a 4 choix possibles, P, X égale 0,25 et H égale 2. Il faut donc deux éléments binaires pour éliminer l'incertitude. Il est important de préciser que la formule de Shannon ci-dessus s'applique à des choix équiprobables. D'autres formules existent qui s'appliquent à des choix qui ne sont pas équiprobables. En voici une. Hx égale moins P parenthèse x parenthèse, log 2 P ouvrir parenthèse x fermez parenthèse, moins P ouvrir parenthèse y fermez parenthèse, log 2 P ouvrir parenthèse y fermez parenthèse. Utilisons cette formule pour calculer la quantité d'informations qu'un joueur fournit en répondant à la question « Est-ce une femme ?», quand elle est posée en début de partie. Hx égale moins 0,21 log 2 0,21 moins 0,79 log 2 0,79 égale moins 0,21 fois moins 2,26 moins 0,79 fois moins 0,34 égale 0,47 plus 0,27 égale 0,74. Le logarithme en base 2 de la probabilité que la réponse soit oui est égal à moins 2,26, tandis que celui de la probabilité que la réponse soit non est égal à moins 0,34. Cela nous indique que la réduction de l'incertitude est plus importante en cas de réponse positive qu'en cas de réponse négative. La probabilité que la réponse soit négative étant plus élevée, le potentiel de réduction de l'entropie de la réponse avant même de la connaître est inférieur à 1. Ce que cela veut dire, c'est que toutes ces choses étant égales par ailleurs, il y a plus d'entropie quand les choix sont équiprobables. 2.2. Le bruit. Le bruit peut être compris comme étant tout ce qui s'ajoute au signal indépendamment de la volonté de la source. On peut considérer que la capacité du canal est égale à la somme des informations et du bruit. Shannon explique que pour lutter contre le bruit, il faut de la redondance. Celle-ci peut également être comprise dans le message. Exemple. L'orthographe d'usage requiert de la redondance. En plus de la redondance orthographique, il existe une redondance textuelle dans l'ordre des mots. Ainsi, il est possible de recomposer le message d'origine malgré le bruit qu'il contient. Exemple. Nous sommes capables de lire cette phrase correctement malgré le bruit. Mon cheval mange 5 pommes. La redondance orthographique fait qu'on peut inférer les mots initiaux et la redondance textuelle fait qu'on comprend plus ou moins la nature de chaque mot. Ainsi, moins il y a de redondance, plus le bruit peut potentiellement altérer le message. Shannon s'est insurgé contre l'idée selon laquelle l'information est contenue dans le message. Elle se retrouverait au contraire à différents endroits dans le système de communication. Shannon propose les définitions suivantes de la communication et de l'information. La communication est le degré auquel la source contrôle le choix du récepteur, dans l'exemple du qui est-ce, en répondant oui ou non à la question « Est-ce une femme ?». Une joueuse contrôle l'ensemble des choix qui vont rester à son adversaire. L'information est le degré auquel le récepteur connaît les choix à la disposition de la source. Dans l'exemple du qui est-ce, en recevant une réponse négative, un joueur sait que l'ensemble des personnages possibles ou, dans le jargon de Shannon, les choix à la disposition de son adversaire est maintenant réduit à 19.
Selon ces définitions, la communication et l'information sont symétriques. Il est difficile de surestimer l'influence des travaux de Shannon et Weaver en 1948. Cette influence se manifeste notamment dans une définition relativement influente proposée par Wilson, selon qui une communication a lieu à chaque fois que le comportement d'une personne, la source, influence le comportement d'une autre personne, le destinataire. Un comportement peut être considéré comme communicatif, dans la mesure où il réduit l'incertitude dans le comportement de l'autre personne. Cela nous rappelle la définition donnée de la psychologie sociale, en étant qu'une étude de l'influence sociale. Si on accepte cette définition, on doit conclure que la plupart, si pas tous les phénomènes sociopsychologiques qui intéressent les psychologues sociaux sont des antécédents, des corrélats ou des effets de la communication, même si ceux-ci n'ont que rarement explicité ou théorisé cet aspect dans leurs travaux. 2.3. Critique. Critiqué par son caractère linéaire. Critique faite par ces auteurs, ils ont représenté graphiquement leur théorie de façon linéaire. Toutefois, à l'instar de Lasswell, ils ont suggéré que le processus de communication n'était pas unilatéral. Cette théorie omet la possibilité du feedback. Le feedback n'a pas été modélisé, il n'a pas été inclus dans la représentation graphique de la théorie. Ces auteurs ont proposé qu'il y avait nécessairement des feedbacks ou boucles de rétroaction dans la communication. Ils ne l'ont pas négligé. Négligence totale de la signification de la théorie, cette négligence était assumée dans la mesure où Shannon ne s'intéressait pas à la signification. Pour lui, la signification était secondaire. Critique par rapport à son postulat. Shannon s'est appuyé sur l'idée que toute communication cherche à réduire l'incertitude, ou, à tout le moins, qu'une communication efficace est une communication qui réduit l'incertitude. Or, il est relativement facile de donner des exemples de situations où la communication semble gagner à être équivoque. Point E. Les motivations sociales de base de Suzanne Fiske. Appartenir, c'est 4 parties. Premièrement, comprendre une motivation passive, contrôler une motivation active. Ces 2 premières parties sont les motivations cognitives, et les 2 dernières sont se valoriser, une motivation intra-individuelle, et faire confiance, motivation extra-individuelle. Ces 2 dernières sont les motivations affectives. Suzanne Fiske a identifié 5 besoins psychologiques fondamentaux, aussi appelés motivations sociales de base. Ces besoins ont comme particularité de se retrouver chez tout le monde et de préparer à l'action. Plus précisément, ils facilitent la vie en groupe et augmentent les chances de survie. Ces 2 aspects sont en réalité très liés, étant donné que l'être humain étant un être social, il doit être en groupe pour que sa survie soit assurée. Et si sa survie est assurée, il a plus de chances de se mettre en groupe. Ces besoins ne sont pas innés, ils sont le fruit de l'interaction entre l'individu et son environnement. Ils ne trouvent du sens que dans certains contextes sociaux précis. La première motivation, en haut de la hiérarchie, c'est la motivation à appartenir et les 4 autres motivations seraient, en quelque sorte, au service de cette motivation première. Parmi ces 4 autres motivations, on retrouve les motivations à comprendre, à contrôler, à se valoriser et à faire confiance. On peut classer ces motivations de la façon suivante. D'un côté, les motivations cognitives, comprendre qui est une motivation passive et contrôler qui est plutôt active, car elle pousse l'individu à agir sur son environnement. De l'autre, les motivations affectives, se valoriser qui est une motivation qui est orientée vers l'individu lui-même et faire confiance qui est orientée plutôt vers d'autres individus. Point 1. Les motivations de base. Point 1.1. Appartenir. Cette première motivation décrit le besoin d'être en relation forte et stable dans le temps. Ce besoin n'est pas observable concrètement, mais on peut déduire son existence depuis ses manifestations. Il a été démontré que les individus nouaient des amitiés avec des personnes qui habitaient à proximité. Ainsi, le meilleur prédicteur de la force des amitiés étant la proximité des personnes, on peut également établir des liens entre le besoin d'appartenir et différents types de variables. Premièrement, cognitive, on traite les informations différemment en fonction de si on est seul ou pas. Physiologique, on peut observer une augmentation du taux de cortisol, qui est un bon indicateur du stress quand une personne est isolée socialement. Affective, un isolement social est souvent corrélé à un mal-être. Et comportemental, être privé de relations sociales augmente des tendances suicidaires. Émile Durkheim avait également établi un lien semblable entre l'absence de liens sociaux, ou autrement dit, l'anomie sociale, et les tendances suicidaires. Le résultat qui précède est généralement considéré comme autorisant les chercheuses à postuler l'existence de ce besoin et son caractère fondamental. 1.2. Comprendre. On peut définir ce besoin comme étant le besoin de donner sens à l'environnement ainsi que de le prédire. Il est manifestement souvent dans des situations d'indétermination quand on ne comprend pas ce qui s'est passé.
D'après Stanley Schachter, 1959, l'expérience de l'anxiété augmente de manière non négligeable le besoin qu'éprouvent tous les êtres humains de se retrouver avec leurs semblables. La communication permettrait dès lors de réduire l'anxiété. Ce postulat de départ va amener Schachter à formuler 3 hypothèses. On recherche le contact d'autrui quand nos attitudes, nos croyances et nos opinions sont mises à mal. Les situations difficilement interprétables font naître le besoin de rechercher des informations chez autrui. Et troisièmement, l'affiliation à autrui doit satisfaire le besoin de comprendre. Dans ces 3 hypothèses, on retrouve la proposition de Fiske, selon laquelle le besoin de comprendre est au service du besoin d'appartenir. De fait, on doit appartenir à un groupe pour comprendre le monde, car ce groupe nous propose une certaine compréhension du monde. Schachter a mené plusieurs expériences, pages 18 et 19 du syllabus, pour mettre ces hypothèses à l'épreuve des faits, pour déterminer si on recherche des contacts sociaux dans une optique de compréhension ou dans une optique affective, si la communication est cognitive dans le cadre de la compréhension ou affective dans le cadre du réconfort. En somme, ces quelques études et anecdotes démontrent que nous sommes motivés à comprendre le monde autour de nous, mais que ce besoin est subordonné au besoin d'appartenir. Autrement dit, notre motivation à appartenir peut nous amener à adhérer à des croyances fausses, même en l'absence de pression formelle ou explicite.